Bon, ben, bonjour à tous. Ben, merci de participer à ce neuvième webinaire, les générateurs, concernant la nouvelle filière agrivoltaïque qui a démarré là depuis quelque temps. Donc, je me présente, Albina Eng, je suis la conseillère les générateurs en région Nouvelle-Aquitaine. Pour rappel, pardon, sont une démarche qui est soutenue par l'ADEME et la région depuis 2022, qui a pour objectif effectivement d'accompagner en amont les collectivités pour développer les projets, on va dire, photovoltaïques et éoliens. Donc, du coup, cette démarche va être reconduite l'année prochaine et les collectivités pourront encore bénéficier des différents accompagnements que proposent les générateurs en région Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous présenter par la suite, effectivement, les différentes interventions et intervenants que vous avez au niveau régional et on pourra démarrer effectivement ce webinaire avec les différents intervenants qu'on va avoir ce matin, qui sont l'ADEME, la région, la Chambre d'agriculture régionale et Enoé. Le son, c'est OK, c'est suffisant. Pour rappel, les générateurs ont déjà réalisé 8 webinaires. Tous ces webinaires sont replays, accessibles sur les différents sites des différents générateurs. Donc voilà, c'est autant connaître la filière éolienne que photovoltaïque, les opérations d'autoconsommation collective, les projets citoyens, comment dialoguer avec un développeur. Bon voilà, divers sujets qui devraient vous intéresser et répondre à certaines de vos interrogations. Hop. Alors, pour rappel, du coup, les missions, les générateurs. Donc, comme je vous ai dit, les générateurs, c'est un accompagnement gratuit. Voilà, donc c'est un accompagnement qui est vraiment en phase amont. Donc, les différentes missions qu'on peut vous proposer, ça va être surtout du conseil, de l'animation, par exemple des webinaires, des conseils sur la stratégie et tout ce qui est effectivement aussi des conseils plutôt techniques en phase amont pour développer des projets ou développer, on va dire, une démarche territoriale sur les énergies renouvelables, vraiment axée sur la filière photovoltaïque et la filière éolienne. Au niveau des différents conseillers des générateurs en région de Nouvelle-Aquitaine, sur l'Aquitaine Nord, vous avez du coup le CRER, donc c'est le Centre régional des énergies renouvelables qui seront vos conseillers. Sur la Gironde, ça sera l'ALEC 33 et sur l'ex-Aquitaine, ça sera du coup Sirena. Donc, il pourra vous accompagner effectivement sur cette démarche. Là, vous avez le parcours des élus et les différents accompagnements. Pour aller plus loin, vous pouvez les télécharger et surtout contacter vos conseillers localement. Donc, on va pouvoir démarrer du coup ce webinaire sur la filière agrivoltaïque et on va démarrer avec du coup la Chambre d'agriculture. Donc, je vous laisse, Bertrand, démarrer. Hop, j'arrête le partage et je vous laisse la main sur cette présentation. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je me présente très très rapidement. Donc, je suis Bertrand Dumas, chargé d'études économie à la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Je travaille plutôt sur les dossiers d'économie générale, de suivi de conjoncture, et aussi un gros dossier sur tout ce qui est politique publique et politique agricole. Et puis, entre autres, plutôt sur les aspects économiques, j'appuie mes collègues sur le volet développement et énergie renouvelable au niveau des exploitations agricoles, et plus particulièrement sur la question agrivoltaïque, puisque au début, moi, je travaillais avant tout sur tout ce qui est études de territoire et études préalables pour des projets qui ont voilà, un impact sur le foncier agricole. Voilà. Donc là, la commande qui nous avait été passée, c'est de présenter assez rapidement donc, la question sur l'agrivoltaïsme en termes de définition et d'accompagnement, et puis aussi un peu le rôle des chambres d'agriculture par rapport à cela. Donc, déjà, par rapport à la question de l'agrivoltaïsme, moi je pense qu'il faut quand même bien remettre en place un peu les attendus en termes de volume de production.
d'énergie électrique. Et donc, de fait, derrière, par rapport à cette démarche agrivoltaïque, l'impact que ça pourrait avoir en termes d'occupation sur le foncier, sachant qu'on reviendra bien sur la définition agrivoltaïque et donc son lien avec l'activité agricole. Donc, si on reprend un peu les derniers propos, donc maintenant ministre démissionnaire, donc Agnès Pannier-Runacher, mais qui a été interviewée au niveau de la France agricole peu de temps après la parution du décret agrivoltaïsme et photovoltaïsme compatible avec l'activité agricole. Bon, on reprenait bien quand même les objectifs au niveau national avec une production de 8 gigawatts crête. Bon, avec, alors là, attention, selon les développeurs, les projets, etc., on a comme une très très grande variabilité du nombre de mégawatts crête que l'on peut produire par hectare, bien entendu. Mais bon, ce qu'elle mettait dans son analyse, c'était à peu près un maximum de 16 000 hectares, qui est aux alentours de 0,06% de la surface agricole utile nationale. Je vous rappelle que cette dernière oscille, si on prend les éléments d'estive, entre 27 et 29 millions d'hectares au niveau national. Et puis, on avait déjà eu des travaux par rapport au SRADET, et là aussi, on était sur des approches où on avait un objectif de 8 500 mégawatts crête à l'horizon 2030, avec là aussi une partie qui était au sol, avec une autre partie aussi sur toiture, mais sur le sol, on était à peu près à 50-50 sur des premiers travaux entre les éléments délaissés artificialisés et puis éventuellement ce qui avait été au sol. Et là aussi, on se retrouvait à peu près une consommation aux alentours de 0,09% de la surface agricole utile. Donc vous voyez, ça ne se fait pas grand mal. Enfin, de manière générale, il faut bien avoir en tête qu'on consommerait potentiellement, enfin on utiliserait, pas consommer, excusez-moi pour le terme, moins de 0,1% de la SAU. Donc ça, c'est des éléments quand même à bien avoir en tête par rapport à l'impact potentiel, ou tout moins le dossier à gérer sur le terrain, qui est quand même pas sur des très très grandes surfaces. Bon, si on ramène ça à peu près à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine et pour les départements, si on raisonne à peu près à 200 ou 300 hectares en termes d'agrivoltaïsme, et le bout du monde ramené par département. Voilà. Alors, sur la partie définition, et puis un point aussi quand même sur les éléments réglementaires qui arrivent au fur et à mesure depuis la sortie du décret, on va faire un petit point. Voilà. Alors, déjà, bien recaler les choses. Alors, je ne sais pas du tout, je pense qu'il y en a qui sont parfaitement au courant de la définition, peut-être d'autres moins. On est une centrale agrivoltaïque, elle est bien faite de telle manière que la production agricole est censée rester l'activité principale de la parcelle. Alors, quand on parle d'activité principale, je pense qu'il faut absolument éviter de penser à toute notion de chiffre d'affaires généré par hectare, parce que là, sauf à ce qu'on ait des productions avec une très 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 forte valeur ajoutée ou vraiment des prix de vente très élevés, donc derrière qui permettrait un chiffre d'affaires extrêmement important, il sera bien difficile de le dégager, enfin de dépasser le chiffre d'affaires potentiel réalisable au niveau de la parcelle. Donc on a rapidement évacué cette notion-là, mais néanmoins, c'est bien l'activité agricole qui reste prioritaire. C'est-à-dire que déjà, toute l'installation photovoltaïque, dans un caractère agrivoltaïque, ne doit pas entraver la production. C'est-à-dire que pour réaliser les productions agricoles, les installations ne doivent pas gêner, en tout cas à minima. Et également, autre élément, on est bien d'accord qu'on est là pour faire de la production agricole et également de la production énergique en forme de voltaïsme. Eh bien, dans le cas d'une installation notamment pilotable ou par rapport à l'élaboration du design de la parcelle, c'est bien quand même la production agricole qui reste prioritaire sur le rendement photovoltaïque. Donc là, bon, ça, pour des systèmes avec tracker, ça va être le pilotage de leur inclinaison, comment ils suivent la course du soleil. Et puis après, on va l'aborder aussi sur la question des services que ces derniers, enfin toute la centrale peut rendre également à la production. Donc ça va amener derrière forcément une vérification du volume de production agricole sur la parcelle, mais également par rapport à la structure qui accueille cette installation,
eh bien, la performance économique globale. Donc, vous voyez que moi, ça m'intéresse tout particulièrement là-dessus, c'est qu'on vérifiera bien que la performance technico-économique et donc derrière des indicateurs, on va dire d'efficience économique ou de niveau de revenu seront à vérifier pour que ça soit bien pris en compte. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et après, il y a un deuxième élément qui est bien clairement précisé au niveau du décret, c'est que cette centrale agrivoltaïque, en plus de ne pas gêner la production agricole, voilà, elle doit presque rentrer en synergie. C'est-à-dire que ce qui est attendu pour la production agricole, c'est que la centrale amène des services, et notamment en termes d'amélioration du rendement agronomique. Alors, sur le rendement, ça peut être, on peut vraiment l'espérer, et ça peut être le cas réellement, notamment si on permet de générer, enfin de gérer, de mieux gérer certains aléas, une augmentation du rendement ou à minima un maintien de ce dernier. Ça sera bien vérifié. Mais également, puisqu'on constate, et c'est particulièrement vrai en Nouvelle-Aquitaine, qu'on raisonne là sur les impacts du changement climatique, surtout éviter une réduction des baisses tendancielles que l'on observe. Parce que bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, on a les chiffres, on le regarde bien. On va dire que depuis que le changement climatique est vraiment clairement avéré sur notre région, on voit bien qu'on a des baisses tendancielles qui sont observées notamment en production végétale. Alors, l'année 2024 en est l'exemple type, mais on a eu d'autres années telles que 2022, mais avec un autre excès qui était là, la chaleur. 2024, c'est plutôt l'excès d'humidité. Tout ça, ça à prendre en compte. Et puis également, un autre service qui est possible, c'est que sur certains terrains qui étaient, on va dire, inexploités depuis un certain nombre d'années, au moins 5 ans, eh bien, ça peut être un outil pour pouvoir remettre en état l'activité agricole au niveau de la parcelle qui est concernée. Ça peut être une piste qui est utilisée. Voilà. Après, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est surtout le service de l'adaptation au changement climatique. En ce moment, c'est une question extrêmement sensible. Bon, on a bien entendu les questions de régulation thermique, avec les effets des excès de chaleur, et puis aussi les températures trop basses. Donc l'objectif est d'arriver à tamponner ces extrêmes que l'on voit apparaître de plus en plus souvent. Les aléas ont plutôt tendance à se multiplier. C'est la même chose sur la question de la gestion hydrique, avec un objectif d'amélioration de l'efficience de l'utilisation de l'eau. Vous savez que voilà, c'est une ressource qu'on considère en ce moment de plus en plus rare ou de plus en plus difficile à gérer, puisque on peut avoir soit des périodes d'absence de précipitations, soit d'hyperconcentration des précipitations. Vous savez que par rapport à cela, on a un vrai souci. Et puis on a aussi la question de l'excès de rayonnement. C'est que maintenant, on a de plus en plus de cultures qui souffrent d'un excès de soleil. Et donc ça, l'effet de l'ombrage est à prendre en compte et en tout cas intéressant en termes d'apport de la part des installations. Et puis après, on a aussi comme la protection globale contre les aléas météorologiques avec un aspect sur les rendements par rapport à ça. Sur les aléas, ça peut être effectivement les épisodes de grêle, ça peut être les épisodes de surabondance de précipitations, de coups de chaud, etc. Et puis un autre volet qui nous intéresse tout particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on reste quand même une région très orientée sur la production animale, c'est la question du bien-être animal avec à la fois le confort thermique, mais également la recherche d'ombre. On est bien d'accord que même si on a encore des haies, même si on a des arbres isolés, eh bien l'installation de panneaux peut avoir son intérêt au niveau des parcelles pour le bien-être des animaux. Et en plus, le fait de réaménager ces parcelles pour accueillir des centrales, eh bien, on peut parfaire, on va dire, l'équipement de ces dernières, notamment sur l'alimentation en point d'eau, également aussi sur d'autres outils qui peuvent contribuer au bien-être animal, ne serait-ce que pour la distribution de l'alimentation, mais également voilà, des brosses, enfin tout peut être imaginé. Et puis un autre point qui nous intéresse également, c'est que bien souvent les parcelles de centrales
sont des parcelles clôtureuses plutôt hautes et par rapport à la gestion de tout ce qui est pression de prédation, on peut y avoir un intérêt certain également. Bon, tout cela, par contre, on est bien d'accord, par rapport à la question agrivoltaïque, ça doit être démontré dans le projet agricole, hein. Et vous savez que maintenant, le décret et les arrêtés suivent derrière précisent bien tous les éléments qu'il va falloir préciser dans le projet pour que ça puisse être défendu et validé. Et tous ces points-là, tant les services que le maintien de la production, bien entendu, vont faire l'objet de contrôles et de suivi annuels, puisque cette qualification agrivoltaïque, elle peut être obtenue lorsque l'on présente le dossier et puis qu'on va bien valider bien, ce qui aura été mis en place au niveau de la parcelle, mais il faut que ça soit quelque chose qui perdure dans le temps et donc forcément, bien, ça nous obligera à faire un suivi. Alors, bon, avec Alvina, on avait bien précisé quand même qu'il fallait, pour certains peut-être, bien rappeler la différence entre projet agrivoltaïque et photovoltaïsme au sol, sachant qu'aujourd'hui, on n'est bien que sur l'agrivoltaïsme. Donc, les projets agrivoltaïques, c'est ceux que je vous ai présentés, donc avec tous les respects de conditions, la description du projet, tous les services apportés et bien entendu les modalités de suivi qu'on va mettre en place pour pouvoir suivre tout ça. Et bien le valider surtout dans le temps. Et tout cela, ça amène à un avis conforme de la part de la CDPENAF. Okay, donc ça, c'est un peu le schéma de ce que l'on présente aujourd'hui. En parallèle, on a bien les projets photovoltaïques au sol, sachant que ces projets photovoltaïques, ça avait d'ailleurs été rappelé par la ministre dans son interview, c'est que sur terre agricole en production, on n'a pas la possibilité de faire maintenant du PV au sol pur, qui ne prend pas en compte bien la production. Ça, c'est pas possible. Par contre, on peut le faire sur des terres qui ont été considérées comme incultes ou des friches identifiées et non exploitées depuis plus de 10 ans. Et tout ça, ça va faire l'objet des surfaces qui seront précisées dans le document cadre. Et là, attention, ces projets seront bien soumis qu'à un avis simple au niveau de la CDPENAF. Donc on a bien deux mondes qui en ce moment se développent en parallèle. Bon, sachant qu'on a sur le photovoltaïsme l'obligation de bien définir le document cadre et savoir où est-ce qu'on pourra le mettre en place. Mais aujourd'hui, il faut arriver à bien faire la différence avec le projet agrivoltaïque qui est toute logique et qui est censé, et ça sera vérifié, être en synergie avec la production agricole. Voilà. Excuse-moi, Alors, oui. Bertrand, excuse-moi. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est le CDPENAF. Est-ce que tu peux... Oui, excusez-moi. Donc, alors, oui, Merci. alors, la CDPENAF, c'est une commission qui est animée par la direction départementale des territoires, et en fait, c'est tout ce qui est sur les espaces. Alors, ENAF, c'est sur espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, c'est elle qui va donner un avis sur l'utilisation des surfaces. Cette CDPENAF est également mobilisée pour pouvoir donner des droits d'exploiter ou donne un avis également sur des aménagements qui peuvent être amenés à consommer du foncier. Donc, c'est une commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et c'est elle qui donne un avis qui après rendu au préfet, qui après est décisionnaire par rapport à l'utilisation des surfaces. Voilà. Donc là-dessus, bon, c'est la procédure que l'on a aujourd'hui. Voilà. Et l'avis conforme, c'est un avis qui doit être respecté, c'est-à-dire on va dire, il est opposable par rapport à cela. Mais donc c'est pour cela que là-dessus, on va avoir toute la procédure par rapport au projet agrivoltaïsme. C'est vrai que le contenu des dossiers à présenter depuis la parution du décret est quand même bien plus précis. Après, il faut le reconnaître, quand même assez lourd pour la constitution de tout cela. Il y a des études environnementales, des études préalables agricoles, il y a aussi un projet agricole, bien faire la preuve de ce qui va être mis en place et de l'intérêt de tout ce que ça va apporter à l'exploitation agricole. Je crois que ça, c'est assez fondamental de bien avoir ça en tête. C'est-à-dire que si on valide un projet agrivoltaïque, il n'y a, d'après les textes,
pas de perte de production agricole. Je pense qu'il faut bien insister là-dessus, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le terrain aujourd'hui, comme quoi l'agrivoltaïsme va faire disparaître l'agriculture. L'état d'esprit, c'est pas du tout cela, hein. C'est l'agrivoltaïsme vient en synergie avec l'agriculture. Et même logiquement, il doit apporter à l'agriculture, hein. On est dans un objectif d'amélioration des conditions de production, hein. Que ce soit sur le bien-être animal ou sur notamment les rendements en production végétale. C'est bien là l'objectif, ou l'amélioration de la qualité des produits, hein. Il faut qu'il y ait un vrai plus. Et bon, là, par contre, oui, il y a un gros travail pour en faire la preuve. Et également, demain, je pense moi qu'il y aura un gros travail de suivi, c'est-à-dire de bien valider effectivement les services rendus, l'apport et la synergie, et également qu'il y a bien maintien de la production agricole. C'est quand même très important ça à avoir en tête. Et c'est pour ça que, bon, alors là, je vais passer un peu plus rapidement parce que je me suis déjà pas mal étendu, mais comme ça, vous aurez les supports. Donc, tout ce qui va être contrôlé, c'est qu'on va contrôler notamment les rendements. Bon, à minima, il faut qu'ils soient supérieurs à 90% de la moyenne observée avant l'arrivée de l'installation agrivoltaïque. Et en élevage, on va regarder principalement sur des questions de production de biomasse, hein, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation pour les animaux, et également respect des taux de chargement. C'est-à-dire que voilà, pour accueillir la centrale agrivoltaïque au niveau de l'exploitation, il ne faut pas ça conduise à baisser le cheptel parce qu'on extensifie l'exploitation, parce que l'installation de la centrale agrivoltaïque limite la capacité à accueillir des animaux. Ça, ce n'est pas possible, hein. Donc, on va vérifier que le chargement, donc on parle de chargement, c'est le nombre d'animaux par hectare, se maintienne. Bon, on doit encore caler à quelle échelle, hein, ça doit être suivi, mais ça sera bien mis en place. Bien entendu, il y a la question des apports de services, hein, je ne reviens pas là-dessus, tout ça, ce sera vérifié, hein. Donc, il y a bien une amélioration, par exemple, sur le bien-être animal, qu'il y a bien une amélioration sur la résilience par rapport aux aléas climatiques. Et puis, il y a une notion de revenu durable, c'est-à-dire que, oui, l'exploitation ne doit pas perdre en termes de revenus. Voilà, même si on prend en compte éventuellement la rémunération, hein, des services effectués au niveau de la centrale, bon, il va y avoir, hein, des jeux de déduction à prendre en compte. Il faut bien que le potentiel agricole économique soit maintenu. Donc là, certainement qu'on va regarder cela par rapport à l'excédent brut d'exploitation. Et puis un autre point qui est très très important, c'est que bien entendu, il faut qu'il y ait réversibilité des installations. Donc là, on se projette sur un pas de temps très long, mais il va falloir effectivement bien faire la preuve et se mettre en condition de telle manière que post-exploitation de la centrale, alors moi je ne sais pas, hein, 30, 40 ans, on soit bien en capacité de revenir à une exploitation purement agricole. Donc là-dessus, il y a un élément fort, hein, sur les garanties de remise en état et également sur la mise à disposition des fonds nécessaires pour cette remise en état, avec des prises de garantie. Bon, je vous ai mis une petite diapositive là-dessus, mais je ne sais pas si on aura suffisamment de temps. Et donc là, bon, au niveau des projets aujourd'hui, qu'est-ce que l'on observe, hein, c'est que la majorité des développeurs, mais je pense que beaucoup participent, ils le rediront quand même, la recherche de cette qualification agrivoltaïque est quand même un élément nécessaire. Et c'est vrai que nous, qui suivons des dossiers depuis pas mal d'années, on voit quand même qu'il y a vraiment une prise en compte, hein, de tout cela, notamment, hein, sur la modification du design des centrales, de telle manière que ça soit adapté, avec une vraie prise en compte, hein, des attentes, hein, de la production agricole. Voilà. Bon, après, on a des stratégies différentes, hein, qui se mettent en place avec des installations, suivant la taille des installations, on peut voir cela, et ça s'adapte au projet agrivoltaïque, hein, suivant l'ampleur des projets, on a des stratégies qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, nous, ce que l'on observe quand même beaucoup, c'est qu'on a pas mal de projets plutôt sur le secteur de l'élevage herbivore, sachant que ce dernier a un intérêt en termes au niveau du revenu, hein, de la stabilisation. C'est un secteur qui, même s'il va un peu mieux ces dernières années, est toujours sur des revenus qui sont structurellement bas et avec lequel on a une déprise, mais et en plus qui est intéressant, hein, sur les questions de prairies, hein, qui peuvent être assez bien adaptées pour l'accueil de centrales et photovoltaïques, enfin agrivoltaïques, avec la notion de bien-être animal, hein, qui est à prendre en compte. Voilà, donc
Un point aussi qui nous attache, c'est la question sur le design des centrales des taux de couverture. Là, je vais passer un peu rapidement, je pourrais revenir s'il y a des questions. Donc, sur les taux de couverture, on a des approches très différentes en fonction d'un seuil qui est, selon les centrales, à plus de 10 MW ou moins de 10 MW, excusez-moi. Là-dessus, on a pas mal de choses, enfin des situations très différentes. Et puis derrière aussi un impact par rapport à la gestion sur les zones témoins, parce qu'on est bien d'accord que si on veut suivre une production et la comparer et faire des dispositifs de suivi, il va falloir être capable de comparer par rapport à l'existant. Et donc là-dessus, ces zones témoins se mettent en place par rapport aux différents types de production. Donc, voilà. Bon, je pourrais revenir là-dessus. C'est une question qui est qui est un peu un point d'achoppement aujourd'hui sur le fonctionnement, mais qui sera un élément nécessaire pour les suivis futurs. Bon, après, je passe rapidement là-dessus. Bon, vous avez mis aussi un point sur les garanties financières. On pourra y revenir. Elles peuvent paraître limitées en termes de montant. C'est une question qui est un peu sensible et qui anime un peu les discussions aujourd'hui. Mais ce qui est absolument essentiel, c'est de bien prendre en compte aussi, dans le projet global, comment on va valoriser on va dire excusez-moi, j'ai perdu le terme, le recyclage de tous les matériaux, qui peut être une source de financement substantielle pour pouvoir assurer la remise en état des sites. Il n'y a qu'un point qui, pour nous, au niveau des chambres d'agriculture, nous semble très très important, c'est de bien préciser à qui revient la charge de démantèlement des centrales. Ça, c'est un point sur lequel nous, on est particulièrement vigilants. Voilà. Alors, juste un petit point par rapport aux chambres d'agriculture. Alors ça, s'il y a des développeurs, ils vous le diront. Les attitudes et les analyses par rapport à la question agrivoltaïque, et notamment en termes de doctrine ou de charte qui peuvent accompagner la prise de décision au niveau des CDPNAF, structures dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien oui, c'est très différent selon les départements. Je rappelle que chaque département est souverain. On est bien sur une analyse départementale. Alors beaucoup s'en plaignent parce qu'en effet, on peut avoir des doctrines et chartes qui sont pas forcément opposées ou radicalement différentes, mais en tout cas, il y a parfois des points d'approche qui sont sensiblement contrastés entre les départements. Donc là, vous pouvez retrouver dans chaque département la charte ou la doctrine qui a été mise en place. À l'échelle de Nouvelle-Aquitaine, alors là, je vous présente un peu en France l'état des lieux, sachant qu'il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement. À l'échelle de Nouvelle-Aquitaine, on a soit des doctrines, soit des chartes. On vous a fait un petit état des lieux par département. On peut avoir des points qui sont différents avec des puissances maximales installées par exploitation. Il y a surtout la question du partage de la valeur. C'est vrai que là-dessus, sur le terrain, notamment avec les annonces de loyers pour les mises à disposition des surfaces, et également la rémunération des agriculteurs qui ont aussi, avec leur activité agricole, finalement une fonction d'entretien des parcelles qui accueillent les panneaux, parfois il y a des fortes différences qui sont observées, et ça a mis parfois des tensions sur le terrain. Ça, c'est ce que nous, au réseau des chambres d'agriculture, on a à gérer, avec des prises de position parfois très différentes selon les départements, même au sein des départements. C'est une vraie question. Il y a également la question de l'entrée au capital des agriculteurs. Il y a plein de choses qui se sont demandées. Or, nous, avec le réseau, au niveau national, on voit qu'il y a cette très forte disparité de ce qui est proposé. Et encore, là, on a vraiment enlevé les valeurs extrêmes. Aujourd'hui, sur certains dossiers, on parle de 8 000, 10 000 euros. Bon, après, il me semble pour nous qu'il y a un peu une course pour aller rechercher le foncier et faire des promesses de beau. Bon, tout cela, doit être honnête, ça met des tensions sur le terrain. Et donc, voilà, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais la notion d'arriver à partager cette valeur-là
entre les exploitants pour arriver à lisser un peu les tensions et quand même permettre un développement raisonné et intéressant pour la production agricole de l'agrivoltaïsme est un élément essentiel qui est proposé par les chambres d'agriculture et qu'on tente de gérer sur le terrain. Bon, avec des structurations, bon, je pourrais revenir là-dessus si vous avez des questions, bien entendu, mais avec la constitution de fonds qui permettent de collecter une partie de la valeur et permettre une redistribution derrière avec des structurations qui se mettent en place avec, on va dire, des entités de développement que je vous pointe ici, qui parfois, alors, bien souvent, c'est la notion de GUFA qui se met en place, donc groupement d'utilisation de fonds agricoles qui sont proposés pour pouvoir aller financer des projets le plus souvent qu'on préfère collectifs sur le territoire. Et tout ça pour arriver éventuellement à mieux répartir, entre guillemets, une manne, une nouvelle forme de rémunération qui arrive sur le secteur agricole et qui parfois génère des tensions. Alors, je suis désolé, j'ai quelque peu dépassé, mais j'en termine là. Je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Je n'ai pas vu le fil de discussion, peut-être qu'il y avait des éléments qui ont Oui, il été... y a différentes questions qu'on posera à la fin, donc on les a D'accord, enregistrées. Donc comme ça, pour débattre un peu plus longtemps sur différentes interrogations ou par rapport aux différents partenaires. Mais je te remercie Bertrand sur ta présentation très claire sur cette nouvelle filière et je vais effectivement laisser place à Alain Mesda de l'ADEME pour présenter le travail qui est fait au niveau régional. Pour les personnes qui ont encore des questions, je vois les mains qui se lèvent, indiquez-les-moi dans le commentaire pour que je les enregistre et qu'on puisse les aborder par la suite. Je vous remercie de votre compréhension. Je prends donc le relais. D'entrée, merci Elvina pour... voilà, parfait, super, merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous, et merci donc au générateur d'avoir proposé dans le programme de travail que nous avons, donc Conseil régional et ADEME, d'animation avec les générateurs sur les différents sujets concernant donc l'éolien et le photovoltaïque. À l'importance du nombre de participants, là on a plus de 120 et je pense que historiquement au niveau des webinaires, c'est certainement celui qui mobilise le plus de participants. On voit bien que c'est un sujet qui présente un intérêt très fort pour vous tous et vous tous participants à ce webinaire. C'est un sujet d'actualité sur lequel, en effet, l'ADEME tente d'apporter un peu sa contribution, et c'est donc ce que je vais vous présenter. Me concernant, donc Alain Mesdag, je suis chargé de mission donc, au sein de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, je suis basé à Bordeaux, et j'interviens plus particulièrement sur les sujets de chaleur renouvelable, c'est pas l'objet de la journée de ce webinaire, et aussi donc les sujets d'énergie renouvelable électrique avec deux opérations majeures que sont d'une part l'animation du dispositif Les Générateurs qui vous a été présenté au tout début, et puis cette étude donc l'ADEME au niveau national porte concernant donc les projets photovoltaïques sur terrain agricole. On a réalisé il y a 2 ans une étude générale sur le sujet. Étude générale étude théorique, qui a réuni de nombreux acteurs concernés par la nature de ces projets-là, aussi bien des professionnels, je dirais, de l'agriculture que des opérateurs développeurs de projets photovoltaïques et autres participants qui avaient les uns et les autres une contribution notoire à apporter sur cette étude. Il y a eu tout un travail aussi sur des recherches bibliographiques, sur des retours d'expérience, et donc sur cette diapositive, on voit d'un point de vue technique que quand on parle de projets photovoltaïques sur terrain agricole, on a affaire à une panoplie de différents systèmes. Je ne vais pas évidemment vous les détailler, ça serait trop long, mais on s'aperçoit que quand on parle de projet PV sur terrain agricole, on a en effet plein de systèmes techniques qui sont proposés et mis en œuvre sur le terrain. Alors, cette étude de l'ADEME
avait et a pour objectif d'apporter donc sa contribution pour permettre de disposer d'outils d'analyse et d'appréciation pour classifier un projet, je dirais, de cette nature-là, photovoltaïque ou agrivoltaïsme sur terrain agricole. Alors si on passe sur la diapositive suivante, toujours pour rester à cette première étude, je parle de première étude, donc vous soupçonnez qu'il y en a une seconde, elle est en cours. Elle a permis cette étude 2022 de proposer, pas la méthodologie, mais une méthodologie d'analyse de ces projets pour déboucher finalement sur une classification. Ce projet-là est agrivoltaïsme ou ne l'est pas, sachant que quand cette étude a été engagée, il n'y avait pas encore de décret de sortie. Donc elle avait pour objectif d'apporter sa contribution et puis aussi apporter sa modeste contribution sur les futurs textes réglementaires. Alors, cette étude en fait a apporté plusieurs éléments d'appréciation. Tout d'abord, des critères de qualification au travers, alors ça a été dit par monsieur Dumas, au travers de notamment 3 critères de qualification qui nous semblent importants. Le premier qui est lié à la production agricole, de savoir si le projet photovoltaïque apporte un service à l'exploitation et de quelle nature. Autre critère qui ressortait de cette étude, c'est l'incidence sur la production agricole, notamment en termes de performance quantitative et qualitative. Quelle est l'incidence du système photovoltaïque sur la production agricole? Et puis tout dernier critère de qualification lié à l'aspect financier, l'aspect économique, c'est les incidences sur le revenu de l'exploitation agricole. Quelle incidence a le projet photovoltaïque sur les revenus de l'exploitation? Donc ça proposait je dirais de poser des questions pour permettre en effet d'avancer un petit peu et d'avancer notamment sur une grille d'analyse, alors qui est très complexe, qui est là aussi, je ne vais pas détailler, mais qui permettait, je dirais, par resserrement, par oui, non, est-ce que ça apporte un service à la production agricole? Est-ce que ça a ça a une incidence sur la production agricole et que ça apporte des revenus supplémentaires à l'exploitation agricole? Au travers, je dirais, des différentes interrogations qu'on pouvait se poser, ça permettait en effet de resserrer en effet l'analyse du projet. Sans oublier qu'il y avait aussi des critères dits d'attention qu'on pouvait en effet et qu'on doit en effet se poser à ce type de projet. On en a dénombré 7. Bon, parmi ces critères d'intention, la réversibilité du système, l'impact sur les sols, les impacts environnementaux et paysagers, la flexibilité technique, vous voyez, d'autres éléments d'appréciation permettant en effet de pouvoir aller le plus loin possible sur l'analyse d'un tel projet. Vous l'avez bien compris, cette étude donc rendue publique en 2022 avait un caractère, je dirais, d'apporter des éclaircissements, de contribuer en effet à cette démarche d'analyse, mais restait avant tout théorique. Et donc il nous a semblé, à l'ADEME, il nous a semblé nécessaire et incontournable de pouvoir tester cette méthodologie sur le terrain dans une perspective de la critiquer, de l'améliorer pour déboucher sur des outils plus, je dirais, plus pragmatiques sur le terrain pour l'ensemble des acteurs. On peut passer à la diapositive suivante. C'est donc l'étude qui a été donc engagée tout début de cette année. Alors une étude qui déjà mobilise 5 régions en métropole et en outre-mer, les 4 régions étant donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et également donc la Réunion. Ces 5 régions donc participent activement au test de cette méthodologie qui notamment va s'illustre sur je dirais le recueillement d'une dizaine de projets à venir ou réalisés sur chacune de ces régions avec un certain nombre de critères qui permet notamment de pouvoir avoir une analyse assez large et assez globale de ces projets-là sur l'ensemble de la métropole. Donc cette nouvelle étude a pour objectif, encore une fois, de donner suite à celle qui a été engagée en 2022, de guider l'utilisation de la méthodologie d'évaluation des projets. Là, on a donc sur chacune des régions des prestataires qui ont été retenus et qui effectuent donc ce travail terrain, avec aussi une nécessité
incontournable, nécessaire, de pouvoir organiser tout cela à l'échelle nationale pour avoir en effet un panel suffisamment représentatif et une certaine homogénéité du travail qui est mené sur le terrain. Donc c'est sur 5 régions, je l'ai dit. Cette étude a bien évidemment un objectif essentiel, c'est de pouvoir permettre l'échange et la concertation avec l'ensemble des acteurs sur le terrain, les chambres d'agriculture, les services déconcentrés de l'État et les CDPNAF. C'est apporter bien évidemment un retour d'expérience sur les projets qui ont été étudiés et en finalité apporter un guide opérationnel à l'ensemble des services instructeurs, parce que finalement c'est quand même une des cibles principales de cette étude, de pouvoir en effet disposer d'un guide opérationnel leur permettant d'analyser d'une façon objective les projets qui leur sont présentés. Alors le calendrier, il est aujourd'hui donc un début d'étude en 2024. Pour parler de la Nouvelle-Aquitaine et de l'étude en cours, on est actuellement sur le travail d'analyse des 10 projets que le prestataire devrait finaliser d'ici fin d'année, et des réunions de concertation qui se passent à l'échelle pas de tous les départements, mais au moins de 3 sites en Nouvelle-Aquitaine pour justement échanger sur ce retour d'expérience, voir de quelle façon les textes réglementaires actuellement, je dirais, support pour l'analyse de ces projets doivent être, je dirais, appréciés, doivent être étudiés, doivent être appliqués. C'est tout ce travail qui est en cours. On devrait donc disposer à l'échelle régionale d'une fin d'études, on va dire fin 2024, tout début 2025, même exercice effectué sur les 4 autres régions, avec courant du premier semestre 2025, tout un travail, je dirais, de consolidation de cette étude terrain qui a été réalisée, pour donc, à l'horizon du 2e trimestre 2025, pouvoir en effet proposer et diffuser ce fameux guide donc à destination des services instructeurs. Donc voilà où on en est aujourd'hui de cette étude, l'éclairage que je souhaitais vous apporter, et je suis aussi à votre disposition pour répondre à vos questions. Je crois que la dernière diapo, c'est pour vous remercier de votre attention. Hop. Merci Alain. Je vais du coup laisser place à Charles de la région et puis par la suite à Enoé qui présenteront effectivement le travail qu'a fait la région aussi sur ces questions-là, et Enoé sur un projet qu'ils ont développé en Haute-Vienne. Donc Charles, je ne te vois plus. Alors, Karine Azmonia, je me permets de faire une petite intro, le Ah temps oui, qu'il pardon, partage. excusez-moi, Non, mais pas de oublié. souci, il n'y a pas de souci. Mais le temps qu'il partage le PPT, on va aller très très vite parce qu'on veut vraiment laisser place plutôt à un de nos lauréats de l'appel à projet, effectivement, pour un REX. Donc on va être très rapide. Moi, je voulais juste faire une petite intro. Donc moi, je suis Karine Azmonia. Je suis le chef du service solutions énergétiques innovantes au sein de la direction de l'énergie et du climat, donc à la région Nouvelle-Aquitaine, et je suis basée sur le site de Limoges, tout comme mon collaborateur qui va vous présenter par la suite, Charles Verrier. Notre rôle dans le service, c'est vraiment d'accompagner l'émergence de nouvelles énergies, de nouvelles technologies dans le domaine des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la mobilité propre et tous les nouveaux usages associés. Et c'est pourquoi du coup, la région s'est intéressée à ce sujet de l'agrivoltaïsme, et assez tôt, depuis plusieurs années maintenant, ça va vous être présenté après, mais parce que la région de l'Aquitaine a été quand même, il faut le rappeler, précurseur sur ce sujet. On a été la première région de France à lancer un dispositif dédié. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, alors historiquement, on est quand même une région photovoltaïque. Et puis parce que nous souhaitions vraiment accompagner de manière la plus vertueuse possible l'émergence des premiers projets, et on voulait vraiment tenir compte, ça a été dit, ça a été rappelé dans les différentes présentations, mais on voulait prendre en compte ces enjeux croisés agricoles, bien sûr d'abord, énergétiques effectivement, mais aussi au-delà environnemental, foncier, économique, donc tous ces sujets qui ont déjà été présentés, j'y reviendrai pas.
Et deuxième point important, c'est que la région, là, dans ce sujet-là, la région, elle accompagne l'expérimentation. On n'accompagne pas la massification des projets, on est vraiment dans l'expérimentation et on accompagne plutôt des petits projets. Et on cherche à croiser différentes technologies photovoltaïques avec différentes typologies de pratiques agricoles pour pouvoir ensuite en extraire, enfin en tout cas on espère, en extraire un bilan à la fois qualitatif et quantitatif. On est en plein dedans, ça va prendre du temps, ça va vous être exposé, mais je vais laisser mon collègue là, Charles Verrier vous présenter justement cette philosophie un peu qu'on a mis en place au sein de la région et puis le premier bilan. Donc Charles, je te laisse la main. Oui, donc je vais prendre la main pour détailler la vision régionale. Déjà, est-ce que vous voyez bien les slides? La première slide, quoi. Donc, on va expliciter le rôle de la région dans cet écosystème et puis je vais tâcher d'être synthétique pour attraper le retard qui a été pris. Premièrement, si on raisonne à une échelle macro, l'agrivoltaïsme pour la région, ça rentre dans le cadre d'une feuille de route qui s'appelle Neoterra. C'est la feuille de route des transitions, parmi lesquelles la transition écologique et énergétique. Donc cette feuille de route, elle porte plusieurs ambitions et plusieurs objectifs, parmi lesquels donc viser 50% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, tout en soutenant leur développement. Mettre en place des dispositifs régionaux permettant de concilier divers enjeux, donc ça on va en reparler. Favoriser le développement du photovoltaïque pour contribuer aux objectifs nationaux dans le cadre de la future programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc tout ça dans le but de garantir une énergie décarbonée accessible à toutes et tous. Donc nous, région, on a souhaité rentrer dans le cadre ou dans un cadre où on expérimente pour créer du retour d'expérience. Je m'explique. L'agrivoltaïsme, ça n'est pas nouveau, ça existe depuis beaucoup de temps, mais aujourd'hui, on manque encore de retour d'expérience et c'est ce qu'on a souhaité créer. Alors, pour ça, on a pris en compte le fait que les installations doivent répondre à une problématique agricole locale, mais encore préserver ou limiter leur impact sur l'environnement et gérer l'emprise au sol. Et pour expérimenter, on va regarder plusieurs impacts. Donc l'impact des panneaux sur la protection contre les aléas climatiques, l'impact des panneaux sur la biodiversité, l'impact sur l'économie globale d'un projet agrivoltaïque, et regarder évidemment les rendements et la valeur ajoutée des productions agricoles. Donc tout ça, il faut prendre en compte également des caractéristiques régionales, le fait qu'on est la première région photovoltaïque de France, première région agricole de France également, et une des régions les plus impactées par le changement climatique, notamment sur le volet agricole, on serait la première d'après le rapport Acclimatera. Voilà, et puis on a des objectifs qui sont mentionnés dans notre SRADET, schéma régional, qui projette une puissance installée de 8,5 gigawatts à horizon 2030. Donc, on a lancé un dispositif d'accompagnement financier fin 2020. L'objectif, alors comme l'a dit Karine, on est la première région à avoir lancé un tel dispositif. C'est un dispositif qui accompagne à la fois des études de faisabilité, les investissements et des campagnes de mesure sur une durée de 3 ans. Ces études de faisabilité et les campagnes de mesure, elles vont permettre de créer du retour d'expérience sur 3 volets dont on a parlé avant, c'est-à-dire les impacts sur l'exploitation agricole, la qualité, le rendement, l'impact sur l'environnement et enfin le dimensionnement technico-économique de l'installation. Alors plus précisément, quels sont les objectifs? Eh bien, premièrement, expérimenter sur ces systèmes qu'on veut innovants et exemplaires, développer des références technico-économiques sur des typologies de projets qu'on n'a pas encore expérimentées. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une diversité de projets. On veut démontrer la faisabilité d'implantation et puis, bien sûr, respecter l'ensemble des enjeux qu'il peut y avoir, c'est-à-dire agricoles, énergétiques, économiques, sociaux, fonciers et environnementaux. Et à noter également qu'on souhaite aussi diffuser ces bonnes pratiques sur le terrain. Et pour ça, on s'appuie sur la Chambre régionale d'agriculture qui réalise pour nous une animation auprès des agriculteurs et auprès d'autres acteurs. Alors, je passe directement au bilan de cet appel à projet qui a aujourd'hui 4 ans. Eh bien, on a accompagné 19 opérations qui sont réparties sur le territoire. Ça a fait l'objet d'un soutien sur 31 dossiers, 16 études de faisabilité, 10 investissements et 5 campagnes de mesure. Et à noter que ça ne représente que 14 hectares à l'échelle de ces investissements. Voilà, nous, ce qu'on souhaite pour expérimenter, c'est aller sur des petits projets
on a bridé la puissance installée. Pour expérimenter, on considère que c'est suffisant. D'où le fait qu'au bout de 4 ans, c'est seulement 14 hectares, mais sur 10 investissements qu'on a axé notre accompagnement. On a une certaine tendance avec 81% de projets sur culture qui sont présents au sud et environ 20% sur élevage qui sont au nord, voilà, parmi les projets accompagnés. Donc ça représente mine de rien plus de 6 millions d'euros d'investissement et puis on a accompagné ces investissements à hauteur de 2 millions d'euros environ. Voilà, puis ça a permis l'installation de presque 2 mégawatts de puissance installée. Euh, ce- et puis ça permet voilà, d'éviter 130 tonnes équivalent CO2 par an. Voilà pour ce bilan, mais on pourra en reparler si vous le voulez. Je vous remercie. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais passer la parole à Xavier Hurtaud de Enoé. Merci, Charles. Xavier, Oui, bonjour, bonjour. bonjour à tout le monde. Je regarde, donc je vous laisse partager la présentation Je qu'on vous a laisse envoyée. Oui, c'est en cours. Hop, ça arrive. Voilà, super. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Xavier Hurtaud, moi je travaille je collabore avec Enoé depuis maintenant presque 3 ans. Je suis directeur d'une société qui accompagne les entreprises qui souhaitent développer leur ancrage territorial et faciliter la bonne compréhension du lien avec les collectivités locales et l'ensemble des partenaires des territoires sur des développements de projets. Donc, ça fait maintenant 3 ans que nous collaborons avec Enoé. Donc, Enoé, aujourd'hui, c'est une entreprise qui a 3 domaines d'expertise, hein, développeur de NR, d'énergie photovoltaïque, solutions agrivoltaïques et de l'hydrogène renouvelable. Donc, le groupe Enoé, aujourd'hui, c'est une de 150 collaborateurs, un peu plus de 500 sites en exploitation sur toute la France. Vous avez les éléments de données, 130 mégas de projets en exploitation, en construction et un peu plus de 2 gigas de projets en développement. Pour finir la présentation du groupe, bon, il y a un ancrage territorial, même si le groupe est né à Marseille, il y a une volonté très forte de développer son ancrage local à différents niveaux et ça rejoint la présentation qui va suivre sur le projet et l'expérimentation que nous menons dans la Haute-Vienne. Et alors dans tout cela, c'est la diapositive suivante, Enoé a fait un choix marqué de s'investir et de s'impliquer très fortement sur l'agrivoltaïsme. Et cela, je voudrais insister au regard des présentations sur 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est qu'aujourd'hui, clairement, les ENR, c'est un facteur d'accompagnement des logiques de transition énergétique. Je pense qu'on en est tous convaincus, mais ça amène aussi les développeurs à peut-être appréhender leur rôle d'une autre façon au regard des 2 autres enjeux que sont sur l'agrivoltaïsme, et M. Lumin de la Chambre d'agriculture le disait très bien, des enjeux d'évolution de la filière agricole dans sa diversité. Et nous, on s'est plus intéressé, comme le montre l'image, au sujet d'élevage. Il n'y a pas les mêmes caractéristiques selon les différents secteurs d'activité dans le domaine agricole. Et donc ça, il faut en tenir compte. Et nous, en tant que développeurs, on doit s'interroger et tenir compte de ce premier enjeu. Et le deuxième enjeu dont il faut tenir compte, c'est la question de l'acceptabilité dans les territoires des projets d'agrivoltaïsme. Donc, tous ces 2 éléments, les enjeux économiques de la filière agricole et les enjeux d'acceptabilité territoriale, eh bien, ça doit nous amener, en tant que développeurs aujourd'hui, à appréhender différemment notre façon de faire. Et ça, en tout cas, au niveau d'Enoé, ça a à la fois motivé le fait qu'on s'appuie et qu'on développe particulièrement l'agrivoltaïsme comme un point fort de nos activités, mais aussi d'être un acteur impliqué sur les territoires au regard des points que j'évoquais. Donc,
Ça s'est construit et ça se marque aujourd'hui par, je me suis permis de mettre en avant 2 exemples, hein, la rédaction d'une charte Agri-Noé, bien en amont de la publication du décret. Et finalement, le décret nous convenait plutôt pas mal, hein, dans le sens où on s'était déjà donné une certaine doctrine à respecter et qui doit s'appliquer, qui doit être une forme de gage de notre engagement et notre façon de travailler. Et puis, la mise en place de démarches de co-construction des projets, j'y reviendrai tout à l'heure, avec les acteurs du territoire, ce qui est facile à dire, ce qui n'est pas aussi simple que ça à mettre en place. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, le deuxième, on peut passer à donc, diapositive suivante. Le deuxième point, avant de rentrer dans le détail du travail que nous menons sur le Limousin en marche, sur lequel je souhaitais insister. On a parlé, il y a aujourd'hui quelque chose qui l'encadre. La publication du décret permet de mettre en avant, évoquer le respect du bien-être animal, la contribution au modèle économique des exploitations de production, justement. Eh bien, la question aujourd'hui, et c'est peut-être en tout cas nous de notre retour d'expérience un point à avoir, c'est il y a l'amélioration de la production, mais il y a aussi l'amélioration des conditions d'exploitation. Je pense que l'agrivoltaïsme on peut se permettre d'introduire cette notion-là. Il y a en effet la production qui était très bien expliquée précédemment, mais ça peut venir, et en tout cas c'est le cas aujourd'hui dans le domaine de l'élevage, hein, ça a été souligné précédemment, peut venir contribuer à améliorer, consolider, pérenniser aussi certaines activités. Nous, on s'intéresse au sujet sur la transmission dans le secteur de l'élevage et en particulier dans la Haute-Vienne et sur le Haut-Limousin, où il y a des problématiques de transmission de certaines exploitations. Eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, le travail fait un peu en bonne intelligence entre nous et la filière et les exploitants, ou en tout cas les repreneurs potentiels, ça peut permettre d'améliorer les conditions d'exploitation par rapport à tout ça. Et puis, le troisième élément, ça a été introduit et il est important, c'est la notion de partage de la valeur. Partage de la valeur pour le territoire dans sa globalité. Il y a bon nombre de représentants de collectivités ici. Il y a le partage de la valeur pour la filière, mais il y a aussi le partage de la valeur pour le territoire dans toute sa globalité. Et c'est des sujets sur lesquels qui sont des fils rouges du travail que nous menons actuellement avec le Haut-Limousin en marche. Le Haut-Limousin en marche, vous l'avez sur la carte, hein, aujourd'hui c'est une quarantaine de communes, un peu plus de 20 000 habitants autour de Bellac. C'est un territoire qui a la particularité d'avoir positionné les ENR au cœur de son projet de territoire avec un regard sur l'approche environnementale, énergétique et économique. Et c'est une politique marquée en faveur du soutien aux activités agricoles et plus particulièrement sur le secteur de l'élevage, vin et bovin. Dans ce cadre-là, l'expérimentation, et c'est la diapositive suivante, sur lequel nous avons été retenus dans le cadre de l'appel à projet de la région, eh bien, il s'est construit sur 3 axes de coopération. D'abord, on a plusieurs projets agrivoltaïques sur le secteur du Haut-Limousin en marche, donc sur des reprises d'exploitation ou sur du développement d'activités. On participe activement aux réflexions et aux actions du territoire sur les sujets liés aux filières économiques, qu'elles soient sur les énergies renouvelables ou bien sur le domaine agricole, en particulier sur la question de la filière du mouton sur le secteur. Et puis, le troisième élément, c'est de contribuer aux réflexions régionales et au développement des enjeux des ENR. Notre participation, et merci de nous avoir invités aujourd'hui, contribue. Je me permets de faire une remarque sur l'étude de l'ADEME. Moi, je serais preneur qu'on puisse contribuer à cette réflexion-là, au retour d'expérience, parce que je pense que c'est collectivement qu'on arrivera aussi et on a un rôle, nous, en tant qu'acteurs économiques, à pouvoir faire et à trouver les bons encadrements pour développer cette filière.
Donc voilà, 3 axes de coopération qui nous amènent à une expérimentation donc, qui a été retenue, diapositive suivante, voilà, un cas concret de projet à impact territorial, donc retenu dans le cadre de l'appel à projet de la région, dont je salue le rôle d'impulsion ou en tout cas de stimulation pour faire en sorte que ces sujets-là puissent être encadrés. Donc c'est un projet expérimental sur les questions d'innovation, donc qui consiste aujourd'hui à installer sur l'exploitation donc basée à Blanzac, donc projet qui a été travaillé avec l'éleveur, qui vise à pouvoir contribuer à un retour d'expérience, donc avec un suivi sur la biodiversité et la production fourragère en quantité et en qualité. Je ne reviens pas sur tous ces éléments qui rentrent finalement dans les obligations portées par le décret. Pour faire émerger des bonnes pratiques, pour être partagées avec l'ensemble et aussi, et je pense que c'est important, pour avoir un retour un peu concret sur les retombées directes pour la filière aujourd'hui, mais aussi sur les évolutions à venir. Ce projet-là, on vise, et c'est la diapositive suivante, hein, vous allez le voir sur, on n'est pas sur, et Charles Verrier le rappelait, on est sur une petite surface. Aujourd'hui, hein, on est sur une zone témoin d'1,9 hectare, une surface agrivoltaïque de 3200 mètres carrés, petite capacité de production. L'objectif, c'est d'en faire une forme d'espace d'expérimentation. Voilà. Donc, il y en a d'autres, il y a d'autres projets, et surtout de suivre en continu les évolutions qui peuvent être apportées autour de ça. Et donc, vous le voyez sur cette diapositive-là. Aujourd'hui, le prototype donc, est constitué de 3 outils distincts sur des sujets de hauteur, de pilotage, de taille et autres, donc avec des systèmes de trackers modulables, plus ou moins larges après, selon les modalités, avec des espacements entre les tables qui permettent à la fois le passage d'engins agricoles, mais aussi la question des ombrages potentiels pour les bovins. Parce que là, aujourd'hui, on est spécifiquement sur une expérimentation avec une exploitation avec les bovins. Et donc, les 3 objectifs qui sont cités là, c'est évaluer la capacité d'adaptation de l'outil agrivoltaïque bovin à l'activité agricole à long terme. Le deuxième objectif, c'est d'évaluer les impacts surélevés aux bovins et en déduire les bonnes pratiques à partager auprès de la filière. Et bien évidemment, le troisième, c'est d'évaluer les impacts sur la présence d'un outil agrivoltaïque surélevé, large et espacé, adapté aux bovins. C'est des choses que nous développons aujourd'hui sur les ovins. Sur les bovins, il y a un certain nombre d'éléments de réflexion, d'où l'intérêt et l'opportunité de ce projet-là. Pour en finir là-dessus, donc on a 3 clés sur le suivi de la performance de ce projet-là, donc sur la partie agronomique, sur la partie biodiversité et sur la partie énergétique. Et tout ça s'inscrit dans la mise en place d'un comité de pilotage dédié au projet qui réunit, je ne vais pas tous les citer, mais vous les avez cités inscrits sur la diapositive, les différents partenaires. Pour conclure, moi, j'insisterai sur 2 points. Et l'initiative qui est faite aujourd'hui est importante, c'est que la nécessité de collaborer avec l'ensemble des acteurs concernés, les acteurs territoriaux, les acteurs de la filière agricole, et nous, en tant que développeurs, on travaille à livre ouvert avec le Limousin en marche sur le développement de nos projets, et y compris avec la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, avec en effet ce que disait le représentant de la Chambre d'agriculture, des doctrines ou des positionnements qui ne sont pas toujours les mêmes, qui peuvent évoluer. On l'entend, et on l'entend, mais ça passe par un dialogue entre l'ensemble des parties,
Sinon, ça crispe et on n'arrivera pas à répondre aux enjeux précédents que je citais en introduction de mon propos. Et puis, le deuxième point, c'est que ça représente en effet une opportunité pour la filière agricole. Exemple, eh bien, ces enjeux-là, aujourd'hui, vont amener aussi les exploitants à intégrer dans la gestion de leur exploitation cette dimension de la place des ENR. Et donc, ça peut amener aussi des opportunités à appréhender dans ces filières-là eh bien, des évolutions dans les modes de production, mais aussi peut-être demain dans le développement de nouvelles activités connexes. Dans des territoires comme le Haut-Limousin, ça fait partie de nos sujets sur le développement de l'emploi et de nouvelles activités. Donc voilà, je voulais insister sur ces deux derniers points en conclusion. Merci de votre attention. Ben, merci Xavier pour cette présentation. Du coup, par rapport aux différentes interventions de ce matin, on va revoir un peu les différentes questions qu'ont signalé les différents participants. Ah, pardon, excusez-moi, il y a des gens qui ont été déconnectés, reconnectés. Donc, du coup, sur la première présentation qu'on avait vue par Monsieur Dumas de la Chambre d'agriculture, on avait plusieurs questions de différents intervenants. Je vais te les poser et tu vas pouvoir leur répondre directement. Du coup, alors, hop, j'ai arrêté mon partage ou pas? Non, hop, un truc. Oui, c'est bien arrêté le partage. C'est bien arrêté? On est en salle. D'accord. Oui, tout à fait. Ok. Donc, du coup, sur les premières questions qu'on avait eues, c'était est-ce qu'il ne vaut-il pas mieux réfléchir à faire évoluer les pratiques ou à changer de culture plutôt que de recourir à la technologie et à l'agrivoltaïsme? Première question d'un participant. Alors, ça, c'est par rapport à l'adaptation au changement climatique ou tout ce qui est. Disons que à ce niveau-là, il y a eu une des questions là, qui a été posée. A priori, on part sur entre 3500 et 4000 hectares à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça ne sera pas un levier qui sera mobilisable par tout le monde, on est bien d'accord. Mais c'est un des leviers qui peut être utilisé aujourd'hui. Donc, certains le mettent en œuvre. Il faut savoir qu'on n'attend pas que par rapport à l'agrivoltaïsme pour pouvoir s'adapter aux évolutions du changement climatique, hein. Il y a bien d'autres chantiers qui sont en cours au niveau d'Acclimatera, enfin de tous les dispositifs qu'on fait pour accompagner, pour s'adapter là-dessus. Donc en effet, oui, c'est un levier. Après, on mobilise tous les autres aujourd'hui, hein, parce qu'on sera quand même voilà, que sur un volume de surface qui, dans les projections actuelles, sera finalement relativement limité à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle toujours moins de 0,1% de la SAU. Donc ça, oui. Après, sur les changements de production, je crois qu'il y avait une question, ça me permet d'aller à ce niveau-là. Alors, oui, je crois que c'est le Grand Poitiers hein, qui a observé ça, c'est que parfois il y a de l'abandon de culture et qu'on l'on glisse vers plutôt des systèmes herbagés. Alors ça, on le constate sur le terrain. Et en effet, à ce niveau-là, nous, on se pose la question parce qu'on a pu constater que selon les départements et dans l'analyse qui est faite des projets, il n'y a pas forcément le même retour d'instruction. C'est-à-dire que certains, au niveau des DDT, me semble-t-il, parfois, moi j'ai pu constater, bien, ok, on change la production, mais l'objectif est bien de maintenir le revenu. Il y a une adaptation du système global de l'exploitation. On a un objectif de revenu et de maintien de production agricole. Ça se fait. Et parfois, on a des instructions différentes où on dit ben non, s'il y a modification de la culture, ça ne convient pas du type de production. Donc là-dessus, moi, je pense, alors, je me tourne peut-être vers les DDT, je sais qu'au niveau national, suite à l'apparition du décret et des différents arrêtés, il y a logiquement un groupe de travail qui doit rendre un guide d'instruction des projets agrivoltaïques pour la préparation voilà, des avis à soumettre à la CDPNAF.
Donc là-dessus, moi, je sais pas trop, mais toujours est-il que oui, on a les deux cas. On a parfois des modifications de production. Et en effet, oui, le fait de reglisser vers de l'utilisation herbagère avec la mise en place d'élevage. Attention par rapport à ça, je souligne bien quand même, hein, on est aussi en Nouvelle-Aquitaine avec une bonne part de nos départements qui sont dans ce que l'on appelle les zones intermédiaires et qui aujourd'hui sont particulièrement frappés par le changement climatique, hein, avec des surfaces qui hier étaient, enfin même bien longtemps, hein, même avant-hier, étaient conduites plutôt sur des systèmes de polyculture élevage et qui ont progressivement muté vers des systèmes uniquement de culture. Mais s'il y avait de l'élevage à un moment là, à un moment dans ces zones-là, c'est qu'il y avait certainement une raison. Et aujourd'hui, on est quand même sur des zones qui retrouvent un niveau de potentiel agricole plutôt limité, ne serait-ce que principalement par rapport à la disparition de pas mal de matières organiques. Et c'est vrai que les réflexions sur la réintégration de systèmes d'élevage dans ces territoires-là pour pouvoir retrouver du potentiel avec le retour notamment des effluents, qu'ils soient à partir voilà, collectés en bâtiment ou par le pâturage, et pas forcément quelque chose, enfin, et l'une des pistes aussi, hein, pour arriver à restabiliser un peu le potentiel agricole, ou du D'accord. moins le recouvrer. D'accord. Voilà. J'ai une question aussi là de Simon Barthes. C'est s'agissant du partage de la. Oula, excusez-moi, il y a une autre question en même temps. Alors, s'agissant du partage de la valeur, la contribution du développeur est-elle versée en une seule fois au moment de l'installation ou tout au long de la durée de vie du projet? Alors aussi, là aussi, ça dépend des départements. Pour les départements qui partent vraiment sur une logique de partage de la valeur, on est plutôt sur une contribution annuelle tout au long de la vie du projet. Sinon, c'est d'autres départements qui demandent au départ, mais plutôt dans une logique de compensation agricole. Mais cette compensation agricole, c'est dans le cadre du dispositif éviter, réduire, compenser. On l'avait plutôt mis en place au départ quand on était vraiment sur des projets de PV pur, où on avait potentiellement une vraie perte de la production agricole, puisque voilà, c'était pas l'objectif de la maintenir. On n'était pas en logique agri-PV, si vous voulez. Donc aujourd'hui, là aussi, selon les départements, vous avez des attitudes différentes. Mais si on est bien en logique de partage de la valeur dans l'alimentation, de groupement d'utilisation de fonds agricoles, c'est plutôt parti sur voilà, des contributions annuelles. Les départements les plus avancés au niveau français, c'est ceux de la Nièvre et de Lyon, si je ne me trompe pas, mais en Nouvelle-Aquitaine, d'autres départements prennent le pas. À ce niveau-là, vous avez le cas, par exemple, en Gironde, où il y a un GUFA qui vient d'être monté. Il y a une réflexion qui est en cours aussi dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Tout ça, c'est en train d'émerger aujourd'hui. Voilà. Mais reste à savoir aussi quel est l'impact sur l'équilibre économique des centrales. Oui. J'ai d'autres questions. Je ne pense pas qu'on pourra, parce qu'il y a eu énormément de questions, donc on refera Oui, un j'ai noté petit pas mal de choses. question-réponse par rapport à tout ce qu'on a eu en annexe des supports du webinaire. Il y a quelques questions qui sont revenues. C'était qui contrôlait en fait, qui faisait le suivi, le contrôle au niveau des projets en agri-PV? Est-ce qu'il y a une entité qui a été identifiée ou pas? Alors, il n'y a pas vraiment d'entité identifiée. Il faut qu'on arrive à éclaircir un point, c'est qu'aujourd'hui, il semble se dessiner qu'une structure qui a participé à la remise d'avis au niveau du dossier agri-PV ne pourrait pas réaliser le contrôle derrière et les suivis. Et en plus, bon, ces structures devraient avoir une forme d'agrément. Donc pour les chambres d'agriculture, en l'occurrence, nous, on a cette difficulté puisqu'on siège au niveau de la CDPNAF, donc il faut voir comment on partage les choses. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, sur le terrain, on a quand même beaucoup de développeurs et d'énergéticiens qui demandent, mais est-ce que vous pourriez assurer le suivi? Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'on a quand même une certaine expérience par rapport à cela.
Donc ça, c'est des choses qui, selon moi, sont encore à caler, à moins qu'il y ait des participants qui aient peut-être d'autres informations plus récentes, mais pour moi, on n'y voit encore pas très très clair. D'accord, merci. J'ai une question aussi de Christophe André, j'espère que je le prononce bien. Il dit amortissement d'un parc photovoltaïque est de 30 ans. Quelle garantie du maintien d'une production agricole à cet horizon, compte tenu de la déprise et du problème de transmission? Et ça lui semble assez compliqué. Ah bah oui, bien sûr. Mais je pense que c'est surtout un point compliqué pour les développeurs et surtout ceux qui vont exploiter la centrale. Mais si on veut conserver la dimension agrivoltaïque, il y a une obligation de maintien d'activité agricole. Donc pour nous, au niveau des chambres, ça va être certainement un vrai challenge d'arriver à maintenir une activité agricole tout au long de la période d'exploitation de la centrale. Et c'est vrai que travailler sur des projets pour lesquels on a une meilleure visibilité, c'est quand même un point essentiel. Et là, je rejoins Enoé sur la question de la transmission que vous avez bien mis en avant. Alors, pour information, moi je suis un ex-Auviennois, donc je connais bien vos opérations sur le nord du département. Mais oui, ouais, il faut qu'on soit vraiment sur une logique à long terme. Et force est de constater que tant la rémunération de la mise à disposition que les synergies qui peuvent se mettre en place avec la production agricole peuvent contribuer à avoir des installations, enfin des exploitations agricoles aussi qui sont viables, vivables et donc transmissibles. Je pense que bon, là-dessus, il y a certainement une carte à jouer. Alors, vous allez me dire, mais il a un discours ultra pro-agrivoltaïsme. Non, moi, je suis surtout dans la recherche de solutions pour permettre justement cette question du maintien de l'activité agricole. Parce que là aussi, c'est quand même un vrai sujet pour Nouvelle-Aquitaine quand on regarde un peu l'évolution des comptes de l'agriculture sur les dernières années. Voilà, Alors, c'est un point Xavier, on essentiel t'écoute. pour nous. Oui, non, juste un complément de remarque. La première, la garantie aujourd'hui, elle est contractuelle. Nous, on a des engagements et on a beaucoup travaillé, on a beaucoup été challengé par la filière sur nos modes de contractualisation aujourd'hui avec les exploitants. Il faut savoir qu'on a aussi des modèles sur lesquels on s'associe à l'exploitant repreneur d'exploitation sur des logiques de transmission. Donc, on a même été un peu plus loin. Donc, il est contractuel pour justement faire en sorte d'assurer le maintien durable d'une exploitation agricole, y compris même dans le cadre d'une nouvelle transmission pour s'assurer derrière de ce maintien-là. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a un cas très concret sur le secteur de Magnac, dans le Haut-Limousin, où justement le fait qu'on ait travaillé sur un projet agrivoltaïsme qui n'est pas encore en exploitation, qui est aujourd'hui en instruction, et bien dans le modèle économique, ça a permis, dans les discussions avec les financiers, de pouvoir stabiliser, consolider le projet de reprise de l'exploitant. Voilà. Et ça a été un travail où nous, on était plutôt à côté de l'exploitant pour l'aider justement à bien stabiliser son projet, son modèle économique. Et ça a été un facteur dans un secteur qui est quand même en tension aujourd'hui, on est sur de l'élevage ovin, de pouvoir assurer une forme de crédibilité de son projet-là auprès des bailleurs de fonds. Et le dernier point sur lequel nous, on observe quand même des difficultés, c'est en effet une forme de distanciation, de différenciation, d'approche aujourd'hui dans l'instruction d'un certain nombre de dossiers. Le dossier dont je vous parlais tout à l'heure en termes d'expérimentation aujourd'hui, les clés de lecture que l'on peut avoir entre les territoires sont assez différentes. Et nous, en tant que développeurs qui ombreront un peu nos livres pour la discussion, c'est pas chose facile. On est sur du temps long, donc c'est encore plus important de pouvoir partager les positions que nous avons, que ce soit entre les collectivités locales, les services de l'État et les représentations agricoles.
Ok. Et je vais poser 3 questions et après on terminera. C'est une question qui revient, c'est qu'il y a des gens qui nous disent que effectivement le sujet, les enjeux paysagers ont été peu abordés ce matin. Est-ce qu'effectivement les projets en agri-PV prennent en compte ces enjeux paysagers? Parce que étant donné qu'effectivement cette filière se développe, on va avoir effectivement un changement paysager sur nos territoires. Et quels sont aussi les impacts, les études après on va dire, il y a des études environnementales après l'installation de ces projets-là. Est-ce qu'il y a vraiment un impact sur la faune, la flore, voilà, parce qu'apparemment il y a des débats sur ces questions-là au niveau des procédés installés, voilà. Et après ces questions aussi concernant tout ce qui est raccordement sur des petits projets. Voilà, est-ce que auprès des gestionnaires de fourniture d'électricité, est-ce que ça peut poser problème au niveau des raccordements ou autre? Donc voilà, autant sur l'aspect technique que financier. Je ne sais pas, Monsieur Dumas, si vous vouliez, mais bon, oui. Moi, sur les questions paysagères, je dois reconnaître que par rapport à toutes les études qu'on voit passer, c'est souvent quand même un point essentiel qui est travaillé, avec un effort qui est réalisé. Mais oui, il faut quand même le constater, c'est que si hier, ça a été abordé d'ailleurs dans l'une des questions, hein, et ça, c'est des améliorations qui sont faites avec la dimension agrivoltaïque. On avait parfois des centrales sur pieux battus, table fixe, avec des points bas à 80 centimètres, ce qui posait un véritable problème par rapport à l'élevage. Mais au moins, ça avait un mérite, c'est que ça montait pas trop, donc ça se voyait un peu moins, c'était plus facile à cacher. Aujourd'hui, maintenant qu'on est sur des systèmes beaucoup plus en hauteur pour pouvoir accueillir les productions animales ou également les productions végétales, les systèmes trackers, eh bien, on est sur des installations, on va dire, plus présentes dans le paysage. Donc, en effet, il y a du travail qui est fait pour arriver un peu à masquer et à améliorer l'intégration paysagère. Mais après, peut-être, je ne sais pas, Monsieur Hurtaud, vous, au niveau des Noé, vous avez peut-être des retours par rapport à ça. Comment vous gérez cette question-là? Nous, on le gère. Il y a deux choses. D'abord, les éléments d'études qui accompagnent le dépôt des autorisations sont aussi exigeants que pour tout autre projet. Donc, en l'occurrence, ces études d'impact et avec une approche, c'est le cas sur le Haut-Limousin, sur le sujet de l'eau, par exemple. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est justement d'avoir une approche sur éviter, réduire, compenser. Eh bien, on va d'abord faire en sorte d'éviter au maximum. Donc, ça aussi, au niveau des développeurs, et j'ai d'autres cas de figure à l'esprit, c'est une autre approche. C'est-à-dire on optimise, mais on n'optimise pas exclusivement avec une lecture financière, on optimise justement sur l'acceptabilité de ce projet-là. Il vaut mieux perdre un peu de productible des fois, et donc perdre un peu de rendement, plutôt que d'avoir des mesures d'impact, de réduction, voire de compensation. Donc ça, c'est quand même des sujets, c'est une autre grille de lecture, y compris chez les développeurs. Et sur la partie paysagère, nous, on a fait un choix qui dit fait un choix, dit aussi on en assume les conséquences qui sont aussi des conséquences financières derrière, d'avoir un traitement paysager très marqué avec des qualités aujourd'hui de clôture qui peuvent être à la fois paysagères mais aussi liées à l'activité, aux activités de protection des troupeaux. C'est le cas par exemple sur la Haute-Vienne. Et puis on a aussi des schémas de replantation de haies qui s'opèrent. Donc, je dis ça, mais parce que ça peut paraître simple de l'évoquer. Et quand je disais tout à l'heure qu'on travaille à livre ouvert, oui, l'évolution on peut avoir le cas des modèles économiques aujourd'hui des développeurs. Eh bien, ça amène à ce que si on veut que ça soit des projets durables, qui dit durable, c'est qu'ils soient acceptables, qu'ils aient du sens et qu'ils ne viennent pas déséquilibrer tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure, ça amène aussi au niveau des développeurs, en tout cas c'est le choix qu'on a fait, assumé, d'avoir une approche, y compris nos modèles, alors pas perdre d'argent, mais en tout cas soit revu et soit plus équilibré. Voilà. J'insiste lourdement là-dessus parce que c'est
c'est aussi une évolution qui doit être faite par la filière des développeurs par rapport à tout ça. Donc, bon, ben merci. Bon, effectivement, vous avez une démarche vraiment pour essayer de répondre au mieux aux enjeux de territoire, hein. Donc, il faut que effectivement les développeurs prennent cette initiative effectivement pour les besoins du territoire, mais aussi pour répondre aussi à leurs enjeux économiques, hein. Donc voilà. Concernant les études d'impact sur ces installations auprès des cultures et auprès de l'élevage, je sais, pouvez-vous nous dire au niveau de la Chambre d'agriculture des résultats? Est-ce qu'il y a effectivement des améliorations à apporter sur certains procédés d'installation d'agri-photovoltaïsme selon le type de culture ou type d'agriculture? Comme le précisait très bien Charles Vernier tout à l'heure, hein, on a besoin surtout d'avoir des retours d'expérience et faire de l'expérimentation. En tout cas, on apprend des premiers champs que l'on a pu mettre en place, hein. C'est vrai qu'on a eu des expériences malheureuses, par exemple sur des installations sur des serres, hein, bon, notamment chez nos voisins du sud-est de la France, où voilà, on a eu des vrais soucis de partage de la lumière, et donc finalement aujourd'hui on a des serres où il n'y a rien dessous parce qu'on arrive à pas à produire. J'évoquais tout à l'heure là les questions sur les premiers champs photovoltaïques, principalement en production ovine, hein. Ça a été très orienté là-dessus, où avec des points bas trop importants, enfin trop pas assez élevé, eh bien, on a un vrai souci de gestion des troupeaux. On a eu des problèmes de blessures, etc. Même ne serait-ce qu'un problème d'observation, hein. C'est-à-dire que quand les tables ne permettaient même pas de repérer correctement les brebis au niveau des champs, donc ça posait souci. On a ces éléments-là, hein, qui maintenant viennent alimenter tous les nouveaux projets. C'est là-dessus qu'on rend compte qu'on a des difficultés. Et donc on améliore derrière. Mais pour l'instant, moi j'insiste vraiment sur la nécessité d'avoir le retour d'expérience, et à ce titre, tout ce qui a été mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine est fondamental, hein. Donc bon, bien sûr, hein, sur des surfaces qui sont limitées, mais on a besoin de savoir comment ça se passe. Après, les suivis vont permettre au fur et à mesure de remonter de la donnée, de la consolider. D'ailleurs, tout ça, ça sera remonté via l'ADEME, hein, puisque à un moment ou à un autre, on va devoir quand même étoffer le catalogue, hein, des technologies éprouvées et qui permettront voilà, de bien flécher les projets sur ce qui fonctionne pour. Mais sinon, voilà, on ne fait qu'accumuler pour l'instant. On n'a pas de grandes règles, hein, qui sont établies. En élevage, c'est principalement la hauteur des tables, hein, qui nous a posé souci, et l'écartement. Ça, c'est vraiment c'est le gros retour aujourd'hui. Bon, merci. On va s'arrêter là. Pour ceux qui sont toujours là, on a récupéré vos questions. On vous enverra effectivement une réponse suite aux différentes questions posées lors des inscriptions et en direct. Les supports seront accessibles et vous seront envoyés lorsque effectivement le webinaire sera en replay. Donc là, très prochainement, là, dans les jours à venir, bien sûr. Je sais, c'est un webinaire qui était un peu plus long que prévu, mais vu que c'est un sujet très intéressant, donc voilà, vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient pas mal de questions là-dessus, et vu que c'est une nouvelle filière qui est en développement, donc voilà, on a agrandi un peu le format. Par ailleurs, pour information, il y aura un deuxième webinaire sur l'agri-PV à partir de l'année prochaine. Donc, ça sera plutôt sur la partie technique. Voilà, ça sera une suite de ce premier webinaire. Et en fin d'année, nous organiserons aussi via les générateurs en région Nouvelle-Aquitaine un nouvel webinaire qui sera organisé par l'ALEC 33. Donc voilà. Donc vous aurez prochainement toutes les informations pour pouvoir vous inscrire.
Donc voilà. Ah ben, il y a quelqu'un qui me dit le temps prévu est un peu court. Ah ben, je sais qu'on pourrait rester une journée entière pour parler de ça, mais voilà. Mais n'hésitez pas. Je vous mets effectivement les coordonnées des différents intervenants. Donc, hop, zut, j'ai eu un bug là, je sais pas pourquoi. Hop, différents intervenants. Donc voilà. Donc vous avez l'ADEME avec Alain Maddag, Bertrand Dumas de la Chambre régionale de l'agriculture, Charles Verrier de la région Nouvelle-Aquitaine et Xavier Hurtaud via la structure Enoé. Voilà. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions précises sur votre territoire et sur des projets qui sont en cours de développement. Et pour rappel, si vous avez des questions diverses et variées sur la filière photovoltaïque et éolienne, mais n'oubliez pas, vous avez vos conseillers, les générateurs en Nouvelle-Aquitaine qui sont situés sur la carte. Donc voilà, je vous remercie, à très bientôt et pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles animations. Merci.